bienvenue dans Plaisir de diriger. Je suis Anna Fontaine et chaque semaine, je vous offre une occasion de faire un pas de côté, de réfléchir, d'apprendre, de cheminer et grandir ensemble. Nous irons à la rencontre de dirigeants et dirigeantes, d'idées et de lectures. Nous ferons même quelques détours pour explorer comment trouver ou retrouver plaisir à diriger. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Deck, le fondateur et dirigeant de la brasserie Deck et Donoyau. Lorsque j'ai rencontré Thomas pour la première fois en 2005, il parlait déjà de son rêve d'ouvrir une brasserie. Ce qu'il a fait 8 ans après avec son ami Mike Donoyau. Sur le papier, ça fait rêver. Dans la réalité, ça a été un peu plus difficile. Merci Thomas de partager avec nous ton histoire d'entrepreneur et ta vision de dirigeant en quête de cohérence. Donc, bonjour Thomas, ravi de t'accueillir pour le Bonjour podcast Anna. Plaisir de diriger. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous présenter la structure que tu diriges ? Oui, Deck et Donoyau, c'est une brasserie artisanale qui a été créée en 2014. On est une équipe d'une quinzaine de personnes et on réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 millions d'euros aujourd'hui. La création de la brasserie, elle remonte à nos années d'étudiants. En fait, on s'est rencontrés avec Mike Donoyau en 2002-2003. Moi, je faisais un échange universitaire aux États-Unis et Mike était brasseur amateur, donc il faisait de la bière, il était passionné de bière. On s'est passionné pour ça ensemble. Et on s'est dit qu'un jour, on créerait notre propre brasserie. Donc, ça a pris 10 ans pour qu'on la crée vraiment. Et voilà, aujourd'hui, on travaille avec à peu près 350 clients à Paris. Et on est distribué au niveau national chez Monoprix. 10 ans de fermentation pour C'est ça, le pour projet. arriver au produit final. Comment est-ce que ça s'est passé, la création ? Comment vous avez démarré à Montreuil, si je ne dis pas de bêtises, Oui. tous les deux. Comment s'est passée la création et comment se sont passées les premières années ? Quelle évolution y a-t-il eu ? En fait, on avait à cœur de commencer, d'être dans une démarche d'artisan et une démarche de producteur. Donc en fait, on a commencé petit, on a commencé le plus gros qu'on pouvait se permettre d'être avec nos économies et avec notre force de frappe de départ, qui était qu'on était deux et qu'on voulait produire de la bière, qu'on voulait faire pas mal de bières différentes, qu'on voulait proposer de la bière fraîchement brassée, qu'on voulait être proche de nos clients. Donc on a atterri dans un atelier de 80 mètres carrés à Montreuil, dans lequel Mike brassait, on embouteillait tous les deux, et ensuite moi je prenais la camionnette et j'allais livrer nos clients dans Paris. Les circonstances de la création étaient un petit peu particulières, puisque avec Mike depuis 2004, on se voyait on va dire une semaine par an, et on se parlait au téléphone, et toute notre vie adulte et toute notre vie professionnelle, en fait, on se côtoyait presque pas. Donc Mike était devenu brasseur dans différentes brasseries aux États-Unis. Moi, j'ai fait un stage dans une brasserie en Alsace et je suis devenu brasseur amateur, donc dans ma cuisine et ma salle de bain pendant 8 ans. Et ensuite, j'ai travaillé dans un fonds d'investissement pendant 6 ans. Et donc, on s'est un peu redécouvert ou re-rencontré au moment de la création, sachant que Mike était américain et que le temps qu'on ait le visa pour le faire venir, en gros, il y avait toute une partie du projet qui était où il était encore à distance, quoi. Donc, c'était une association avec un très bon ami, à distance, avec une barrière de langue, et en découvrant dans les jours qui ont précédé l'arrivée le début de la brasserie, on s'est vraiment retrouvés physiquement pour avancer sur tout ça, quoi. Comment ça s'est passé ? Ça a été... Parce que les ingrédients là, que tu donnes n'ont pas l'air de simplifier Non. la tâche. En fait, ça a été assez compliqué. On s'était tellement accroché à ce rêve de faire cette brasserie et de le faire ensemble qu'on n'a pas voulu le remettre en question. Mais on s'est rendu compte assez vite qu'on avait, en 10 ans, chacun évolué et qu'on était assez différents, qu'on n'avait peut-être pas la complicité qu'on avait quand on était étudiant et qu'on visitait des brasseries ensemble. Et j'ai eu l'impression qu'on a chacun eu comme une sorte de sens du devoir, de dire en fait on se doit cette idée, donc même si c'est peut-être pas si fun que ça, même si en fait l'autre c'est peut-être plus j'ai pas le même niveau de confiance, je vais pas avoir le même niveau de vulnérabilité que ce que j'aurais pu imaginer, en fait il faut qu'on le fasse parce qu'on a dit qu'on allait le faire. Et donc il y avait ça a été des années un petit peu de gravité ou d'austérité, puisqu'on était centré sur faire arriver le truc. Effectivement, le plaisir était une notion assez lointaine, quoi. Donc les gens nous disaient « Ah, vous devez être hyper contents, ça marche vraiment bien ». Et on dit « Ah oui, c'est super ». Et en fait, C'était dur. Ouais, c'était dur. Comment vous avez fait, du coup, pour faire autrement ? Est-ce que vous avez fini par trouver une complémentarité ? Est-ce que
finalement, du coup, ça a évolué dans d'autres directions. Comment vous avez fait pour avancer ? On n'a pas été très bon dans la communication parce que on était tous les deux déçus de voir que notre sorte de mayonnaise amicale ou d'association ne prenait pas trop. Et donc on a chacun un petit peu avancé comme un bulldozer dans son rayon. Les premières années, ça posait pas forcément de gros problèmes parce qu'on était deux, il y avait tout à faire et on s'engageait tous les deux au maximum et voilà, chacun trouvait sa place. C'est plus quand on a commencé à grandir, qu'on a commencé à recruter des gens, que les questions ont commencé à se poser. Et je pense que le vrai coup d'arrêt, ça a été paradoxalement quand on a ouvert notre nouveau site de production. Donc on avait commencé dans un atelier de 80 mètres carrés et fin 2016, on a emménagé dans un local de 1000 mètres carrés avec des capacités décuplées par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Et je me souviens que le jour où on a commencé, Mike me disait ça y est, on l'a fait, on va pouvoir se poser. Et moi, je me disais, non, enfin, on va pouvoir commencer, quoi. Et je me souviens de son visage quand je lui ai dit ça et que lui, il a dû se dire que j'étais fou. Et à partir de là, c'est vrai qu'on voyait qu'on n'arriverait pas à concilier nos points de vue. Donc ça a été un chemin un petit peu douloureux pendant 1 an et demi où on a essayé d'en parler, on a regardé les options aussi de travailler avec un coach ou un consultant pour essayer de nous aider à définir une vision commune. Et finalement, on a un peu jeté l'éponge. Et donc, Mike, il a décidé de quitter la brasserie courant 2018. D'accord, donc assez récemment. Ouais. Et en fait, tout ça en parallèle quand même d'un très beau succès pour la marque. Ouais, en parallèle d'un développement commercial qui se passait bien. On a eu de la chance dans le timing de développement. C'est vrai qu'il y a 10 ans, quand je disais je veux faire une brasserie artisanale, les gens disaient oh là là, c'est vraiment n'importe quoi. Et il y a 4-5 ans, c'était genre oui, non, ça a le vent en poupe. Et donc, on a été un peu porté par ça. On était aussi proche de Paris, donc c'était les gens qui avaient une curiosité, ils pouvaient venir nous voir assez facilement. On va dire que tout se passait bien, sauf le cœur de la relation tous les deux. Et du coup, forcément, quand il y a marqué Decade New au-dessus de la porte et que Decade New, ils ont du mal à se parler, les gens qui rejoignent un projet comme ça, ils peuvent un petit peu être perdus, surpris, perdus et se demander comment trouver leur place là-dedans, quoi. Donc moi, ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est que, encore une fois, vous avez réussi finalement à ne pas faire pâtir votre projet de ces difficultés. Et même si ça a pris un peu de temps et que j'entends que ça a été un peu difficile à vivre, j'imagine, pour chacun d'entre vous. Je pense qu'on a beaucoup sacrifié notre amitié et sacrifié une forme d'équilibre de vie et de notion de plaisir au service du projet qui a été mis au-dessus de tout et comme priorité absolue, quoi. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, finalement, les 3 années écoulées depuis son départ ont été assez particulières et c'est passé assez vite. La première année, je pense que le premier réflexe que j'ai eu, c'était de dire j'ai besoin de clarifier une raison d'être parce que finalement, la raison d'être implicite de Decade New, c'est 2 copains qui aiment la bière et qui décident de monter une brasserie ensemble. J'avais pas besoin de renier ça, donc l'idée c'était pas de changer le nom de la brasserie ou de d'effacer quoi que ce soit à cette histoire, mais c'était de dire aujourd'hui si on veut rejoindre Decade New, il faut qu'on se projette dans quelque chose d'autre que dans une belle histoire qui se finit pas très bien. Donc j'ai fait un gros travail sur la raison d'être, un gros travail sur essayer d'embarquer l'équipe, de formaliser des valeurs, les choses qui nous tiennent à cœur, mais de manière peut-être un petit peu en décalage avec l'équipe qui existait à l'époque, puisqu'effectivement on s'est retrouvé à parler valeurs avec des gens qui avaient été recrutés en parlant bière. Moi ça m'a un peu surpris, mais effectivement le discours valeurs, il y a un certain nombre de gens qui ont dit moi c'était pas spécialement ça qui m'intéressait. Donc c'est vrai qu'on a une année, on était 10 personnes au début de l'année, on est passé à 5 personnes en cours d'année. Donc il y a vraiment une sorte d'accordéon, on s'est recroquevillé sur un cœur de gens convaincus et qui adhéraient pleinement à cette vision que j'étais en train de formaliser et qui nous a aidé ensuite à reconstruire derrière, à pouvoir avoir cette équipe plus forte. Donc moi j'espérais que l'année 2020 ce soit une année un peu plus de prolongation de ça, d'aboutissement de ça et avec davantage de sérénité. Donc ça a très bien marché jusqu'au 15 mars, ensuite c'est devenu un petit peu plus difficile.
Et ensuite, 2021, je me suis dit, bon, allez, ça va être notre année. Donc là aussi, le début a été un petit peu compliqué. Après, là, ça fait quelques semaines qu'on oublie les difficultés du début de l'année, qu'il y a une belle dynamique et qu'on est en train de construire. Mais c'est vrai que d'un point de vue de la direction, les 18 derniers mois, ils ont été difficiles avec beaucoup de gens à distance. Aussi, des gens qui nous ont rejoints en commençant en télétravail. Enfin, donc l'intégration et l'explication de qui vous êtes, de qui on est, de ce qu'on veut faire, elle a été aussi plus difficile. Je pense qu'il y avait beaucoup de... Historiquement, il y avait aussi souvent une forme de montrer par l'exemple, parce que j'étais au four et au moulin depuis le premier jour de la brasserie, donc j'avais l'habitude de faire. Donc quand quelqu'un arrivait, il reprenait une tâche que j'essayais de faire comme je pouvais avant, et donc il s'inspirait de ça. Et là, avec la distance et avec une équipe qui grandit, c'était aussi plus difficile. Donc en gros, je pense que j'ai continué un petit peu la même logique sacrificielle, qui était de dire un peu bulldozer, et de toute façon il faut continuer même si c'est compliqué et si c'est pas exactement ce qu'on voudrait dans un monde idéal. Et que là, l'idée c'est d'arriver à trouver cette respiration pour se projeter à plus long terme, sortir du côté un peu anxiogène des 18 derniers mois et arriver à se dire que c'est fondamental d'aligner tout le monde sur notre vision, de s'assurer que ce soit bien compris, que ce soit bien partagé, bien articulé dans notre quotidien. Ce que je trouve difficile, c'est que effectivement, pour l'équipe, ça peut être difficile de faire ce lien entre oui, ok, il y a une vision à long terme, et ensuite concrètement, qu'est-ce que ça implique dans mon job. Et c'est vrai que ce travail-là, je pense qu'il nécessite d'être fait. C'est une sorte de muscle qu'on doit entraîner pour que ça devienne naturel et qu'on y prenne plaisir, et que ce soit pas des choses un petit peu déconnectées où on se demande si ça a vraiment un impact ou ce qu'on doit en faire, quoi. Alors on parle de la vision et de la raison d'être en disant qu'elle est difficile à infuser dans tous les niveaux de l'organisation. On n'a pas dit quelle était cette vision et cette raison d'être. Oui. Donc aujourd'hui, la manière dont on est Dekanoyu est entreprise à mission depuis 2020. Donc on est la première brasserie artisanale qui est entreprise à mission. Notre mission, c'est d'inspirer par le goût. Donc c'est de créer des expériences gustatives qui soient inspirantes. Le goût, c'est vraiment le point de départ de ce qu'on fait. Donc on a envie d'être reconnu pour le goût et de proposer une expérience gustative. Et ensuite, on a envie que les gens qui creusent puissent voir que derrière cette expérience gustative, il y a une quête de cohérence. En tout cas, on essaye de bannir le cynisme de ce qu'on fait, et d'être dans une démarche dont on peut être fier et dans laquelle les gens voient que y a des implications dans la manière dont on mange, il y a des implications sur nos approvisionnements, sur la manière dont on échange avec nos partenaires, sur la manière dont on traite nos clients, et d'avoir cette forme de cohérence. Et donc la raison d'être qu'on a inscrit dans nos statuts, c'est qu'on souhaite avoir un impact social et environnemental positif en valorisant des modes d'approvisionnement, de production et de consommation qui soient responsables et durables. Au fil des ans, j'ai de plus en plus la conviction que l'entreprise a vraiment un rôle fondamental pour avoir un impact positif. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir un impact. Et moi, je suis persuadé que, en tout cas dans ma position, en tant que créateur d'entreprise, si j'arrive à tourner mon entreprise vers ces principes et vers ces valeurs-là, j'aurai beaucoup plus de force que si aujourd'hui je m'implique dans un projet associatif ou que si je m'implique dans une consommation engagée, quoi. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas le faire, mais en fait, j'ai l'impression que mon rôle, et là où je peux avoir le plus d'impact aujourd'hui, c'est en essayant d'aligner mon entreprise sur des valeurs qui me semblent importantes. Et l'avantage que j'ai, c'est que je suis le dirigeant et le principal actionnaire de l'entreprise, donc je ne dois pas rendre des comptes à quelqu'un d'autre ou je ne dois pas m'accommoder de quelque chose. Et c'est vrai que du coup, le statut d'entreprise à mission, il me semblait bien correspondre à ça, c'est de dire c'est moi finalement à titre personnel qui ai voulu inscrire des engagements pour m'y tenir moi et pour embarquer une équipe autour de cette vision-là. C'est pas défensif ou c'est pas contraint ou c'est pas il y a pas d'accommodement autour de ça. C'est plus une démarche volontaire, mais qui me semblait importante pour justement marquer qu'il y avait un vrai engagement, quoi. Que c'est pas parce que j'aurais très bien pu dire j'ai pas besoin de l'écrire parce que c'est moi qui décide. Je me suis dit c'était bien de l'écrire parce que il y a besoin de clarté. Et donc au fil des années, on a commencé en se disant en fait on peut tout expliquer, on n'a pas forcément besoin de
clarifier. Donc, par exemple, dès le premier brassin, on était majoritairement bio dans nos approvisionnements, mais on n'était pas certifié. Finalement, à mesure qu'on grandissait, donc nos premiers clients, ils comprenaient très bien ça. Mais à mesure qu'on grandit, finalement, faire la démarche et avoir le logo, ça va faire de la réassurance pour des clients. Et en même temps, ça protège contre les gens qui diraient oui, je fais tout bien, mais en fait, je le fais pas. Au moins, là, il y a le label qui vient le prouver, quoi. Donc, c'est plus facile de critiquer le bio une fois qu'on est bio, plutôt que de dire oui, c'est pas parfait, donc on a choisi de pas le faire, quoi. Donc, plus ça va, et plus je me rends compte que la formalisation, elle est importante pour affirmer cette ligne conductrice, quoi. Donc, ce que tu dis, c'est que en tant que dirigeant de cette entreprise, tu te perçois comme un vecteur de transformation sociétale et que le fait d'agir en tant que dirigeant d'entreprise et du coup dans tous les actes que l'entreprise pose va avoir plus d'impact finalement qu'à un niveau strictement individuel. Comment est-ce que tu perçois, au-delà de ça, ton rôle de dirigeant ? Je pense que c'est ce que je dis, mais en tant que dirigeant et actionnaire, parce que je pense que justement la vraie liberté de cet engagement, elle est donnée par le fait que qu'il y a le contrôle actionnarial et qu'il n'y a pas besoin de rendre des comptes à des gens qui pourraient faire un arbitrage différent entre profit et engagement. En 2004, j'ai écrit mon mémoire sur la responsabilité sociale des entreprises et ma conclusion, que je renie un petit peu aujourd'hui, c'était que la responsabilité sociale des entreprises, c'est de faire du profit, comme disait Friedman, parce que j'arrivais pas à voir comment on allait pouvoir optimiser deux contraintes. Et en fait, je me disais... on aura beau dire, mais s'il faut optimiser un profit et un profit sociétal, il y aura forcément toujours un arbitrage, quoi. Et finalement, j'ai de la chance d'être dans un cadre dans lequel je vais pouvoir, grâce à mon statut d'actionnaire, arbitrer ce choix-là. Alors que si l'actionnaire dit le profit et le dirigeant dit il y a aussi autre chose, ça peut créer des problèmes, quoi. Et du coup, cette tension-là, pour toi, elle est quand même dans tes décisions ? Elle existe ? Oui, mais de manière assez apaisée, parce que justement, je suis un peu jugé parti là-dessus. Donc finalement, tu ne te sens pas schizophrène ? Non, je peux faire les arbitrages qui me semblent justes et légitimes. Je crois à l'idée de profit et je crois à l'idée d'un profit juste. Donc je considère légitime qu'il y ait un profit et que le modèle d'entreprise, il existe autour de ça. Mais ensuite, je crois aussi à l'idée d'une responsabilité et que mon objectif dans la vie, c'est pas de gagner le maximum d'euros possible en faisant n'importe quoi, et c'est plus d'avoir une forme de cohérence et d'avoir un équilibre dans lequel moi je me retrouve et que je puisse justifier par rapport à mes propres critères ou mes propres engagements, quoi. Est-ce que le fait d'inscrire dans les statuts cette mission, ça permet aussi de protéger l'organisation d'un futur potentiel actionnaire qui n'aurait pas tout à fait la même vision ou pas forcément ? Oui, parce que c'est un peu des... on disait les boules puantes à l'époque. Je pense que c'est peut-être aussi, même vis-à-vis de potentiels arrivants managériaux, parce que c'est pas forcément évident. Il y a des gens qui vont se dire oui, bien sûr, vous avez dû écrire ça, mais en fait, il faut quand même envoyer. Et en fait, je pense que c'est une forme de protection de dire, fondamentalement, ça, ce sont des choses qui sont importantes pour moi. Donc, si c'est pas fondamentalement important pour vous, passez votre chemin, que ce soit pour devenir manager ou pour devenir un jour actionnaire si la question se présentait, quoi. Donc, c'est une forme de contrat moral un peu avec les différentes parties prenantes de la structure. Ouais, avec effectivement l'avantage que j'ai pu l'écrire et que les autres parties prenantes puissent choisir ou non d'y adhérer. Alors que dans des modèles d'entreprise plus grandes, forcément, il y aurait besoin de le coécrire ensemble puisqu'il y a déjà de l'existant. Donc là, c'est un peu la chance de la petite structure, quoi. C'est que je peux fixer mon propre cadre, disons. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Donc tu disais l'équipe grandit vite. Comment est-ce que ça se structure ? Comment est-ce que ça vient modifier ton rôle à toi ? Quels sont un peu les enjeux là, que tu traverses avec cette croissance de l'équipe ? C'est un vrai changement parce que moi, en fait, avant de créer la brasserie, j'avais jamais été manager. J'étais exposé à des problématiques complexes, mais pas du tout à des problématiques de management. Et finalement, les débuts de la brasserie, avec Mike, on n'a pas su se manager l'un l'autre, puisqu'on n'a pas su se montrer vulnérable, on n'a pas su échanger, et
chacun disait oui, moi je sais ce que je fais et toi, tu es sûr que tu sais ce que tu fais. Donc les premières années, je pense que j'ai sous-estimé mon rôle de manager pour me dire en fait, il faut juste faire et puis advienne que pourra. Aujourd'hui, je me rends compte que l'enjeu pour les années à venir, c'est vraiment d'arriver à avoir une structure qui fonctionne et à avoir un niveau d'autonomie. Il y a encore 1 an, je crois que j'étais le responsable hiérarchique, si on peut dire, de tous les membres de l'équipe. Et donc là, on a vraiment engagé un travail pour changer ça parce que j'étais devenu le goulot d'étranglement de l'entreprise et que c'est assez frustrant, à la fois pour les gens qui travaillent ici et pour moi. Depuis le début de l'année, j'ai une directrice générale, Marion, qui m'a rejoint. Partant d'une structure dans laquelle il n'y avait pas du tout de management intermédiaire, paradoxalement, ça semblait plus facile d'engager cette transformation de la structure au plus haut niveau managérial et pour qu'on soit 2 pour l'impulser, plutôt que de se dire il faut que je choisisse un des angles dans l'entreprise dans lequel on va recruter un manager. Et en fait, ça semblait une tâche assez lourde. Et donc, plus ça va, plus on se dit oui, il faudrait déléguer, mais en fait, ça va me prendre tellement de temps de déléguer que je continue à faire. Finalement, c'est un recrutement qui ouvre vraiment sur une vraie perspective de changement. Parce que sinon, après 7 ans, c'est vrai que le tiraillement entre l'urgence et le moyen terme, malheureusement, on finit par presque toujours arbitrer pour l'urgence. Donc là, c'est vraiment le fait de se donner la possibilité de changer cette articulation-là, quoi. Comment vous répartissez les rôles ? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus ou est-ce que du coup vous êtes un peu tous les deux en support l'un de l'autre ? Est-ce que vous êtes plutôt dans quelque chose de très complémentaire ou bien est-ce que vous avancez tous les deux sur des chantiers proches en étant à 2 ? Comment est-ce que vous faites ? En fait, ça dépend un peu des pôles et des types d'activités. Donc il y a des sujets sur lesquels on a chacun notre responsabilité pleine et entière. Et Marion, fondamentalement, justement, sur toute la structuration, sur toute la partie RH, beaucoup de formalisation de choses qu'on ne faisait pas nécessairement. Donc, c'est vrai que à son arrivée, elle me dit qu'est-ce que je peux lire sur l'IRH ? Je dis rien. OK. Qu'est-ce qui est fait Voilà. Donc, tout ce noyau dur de structure et de faire fonctionner les process, ça c'est vraiment sa responsabilité. Aujourd'hui, elle s'occupe de toutes les opérations, donc ce qui va de la supply chain jusqu'à la livraison et la facturation. Et l'idée, c'est de monter en puissance sur les différents sujets. Donc la production, aujourd'hui, c'est moi qui la gère, mais on regarde de plus en plus ensemble. Et pareil sur le commercial. Et pour qu'on ait un socle partagé et qu'ensuite on puisse se repartager les tâches, on va dire, d'ici la fin de l'année, selon l'avancement des recrutements qui sont en cours et aussi selon justement nos intérêts respectifs parce que y a des choses où je me suis retrouvé à les faire un peu parce qu'il fallait les faire. C'est aussi l'occasion justement de me demander qu'est-ce que j'aime bien faire, parce que c'est pas forcément toujours logique. Et par exemple, Marion, je me rends compte qu'elle est aussi beaucoup plus intéressée par des sujets opérationnels que je n'aurais pu le penser. Donc c'est aussi l'occasion de se dire ça j'étais persuadé que ça n'intéresserait pas, mais en fait t'es à bloc là-dessus, donc super. Et donc il y a encore ce travail qui est en cours parce qu'on s'est dit qu'il valait mieux le faire progressivement parce que sinon sur le papier à une date D, c'est difficile de savoir toi tu feras la production, moi je ferai le commercial. Enfin, donc on se donne un petit peu de temps pour vous ajuster, pour ajuster ça, quoi. Comment est-ce que tu prends des décisions ? Est-ce que du coup ça fait évoluer ta façon de décider, cette arrivée ? Comment est-ce que ça s'organise ? Oui, je pense que j'ai beaucoup changé ma manière de prendre des décisions au fil des années. Je pense que fondamentalement, il y a 7 ans, je savais absolument pas prendre de décision. En gros, je laissais la pression monter et j'essayais souvent de retarder la décision en attendant qu'elle finisse par se faire par soi-même. Au fil des ans, j'ai appris à trancher les sujets beaucoup plus rapidement. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai une vraie capacité à trancher très rapidement des sujets très concrets. Après, les sujets de fond, comme c'était un exercice assez solitaire au fil des ans, je crois que c'est beaucoup par un peu sédimentation. Je l'ai en tête et il y a une conviction qui finit par émerger avec des discussions de temps en temps avec des gens de l'extérieur et la possibilité justement de soumettre des points, d'avoir des points de vue et du coup, j'arrive à avoir 3 points de vue et ça me permet de comprendre celui auquel je peux me rallier. Et donc là, depuis quelques mois, c'est la possibilité de discuter de ça en amont et d'échanger plutôt que de laisser la décision de long terme arriver un petit peu plus naturellement.
Donc c'est un exercice parfois difficile parce que ça impose d'expliquer les biais qu'on peut avoir dans ces prises de décision. Ça nécessite d'avoir du recul. D'avoir du recul et d'être très précis sur pourquoi est-ce qu'on pense ça à un certain moment. Mais en fait, ça permet aussi de voir que il y a plusieurs points de vue qui sont possibles et qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas et qu'on peut se rassurer. Il y a des doutes qui peuvent nous faire pencher pour un scénario de réponse alors qu'on peut peut-être lever ce doute et envisager l'autre chose. Donc c'est assez stimulant de se retrouver à deux dans ce mécanisme de décision parce que ça ouvre des perspectives, donc c'est plutôt enthousiasmant, quoi. Est-ce qu'il y a eu d'autres apprentissages ou d'autres prises de conscience? Alors tu en as déjà cité un certain nombre, mais dans ton parcours de dirigeant? J'ai souvent tendance à complexifier un peu les choses ou à vouloir être très pur dans l'ensemble de la démarche et du coup à parfois perdre un petit peu les gens en route. Donc je pense que il y a une part de perfectionnisme, que ce soit dans le faire ou dans le fait d'expliquer, qui parfois a pu perdre des gens en cours de route ou qui nous a fait perdre en impact parce que je mets 4 astérisques dans chaque truc que je fais pour dire que oui, il y a ça et en fait, j'ai pas pu le faire à 100%, etc. Donc, arriver à pas renoncer, mais à se dire qu'il vaut mieux déjà faire que de chercher à faire parfait. C'est des choses que j'ai mis pas mal de temps à apprendre, où l'apprentissage il est facilité par le fait d'avoir une deuxième personne pour dire ne te mets peut-être pas à un niveau d'attente qui fait qu'en fait ça va te bloquer dans l'action et si déjà on fait le premier pas, c'est déjà très bien, quoi. Et ça, aujourd'hui je le vois quand je rencontre des gens qui vont créer leur entreprise ou qui viennent de la créer. Et je me dis, ah non, mais attendez, là, vous manquez de pragmatisme. Alors, je le dis pas comme ça, mais en gros, je me dis, non, mais attendez, c'est facile, ça pourra venir plus tard, ça, c'est pas très prioritaire. Et après, je me dis, en fait, moi, j'ai mis des années à penser comme ça, parce qu'au début, oui, on se dit que tout le monde fait attention à absolument tout, alors qu'on a une attente de notre action qui est une exigence qui importante. Est complètement démesurée, quoi. Elle est utile et sans exigence, ça donne n'importe quoi, mais en même temps, faut pas que ce soit une exigence qui paralyse dans l'action, quoi. Donc ça, je pense que c'était quelque chose que j'ai mis assez longtemps à vraiment intégrer et que un peu la solitude managériale a peut-être ralenti ce processus-là, quoi, parce que effectivement, ça semble évident quand on le dit. Moi, ça m'a pris quand même du temps pour en arriver là. Comment est-ce que tu te perçois aujourd'hui comme dirigeant? Est-ce qu'à un moment, tu as l'impression d'être devenu dirigeant? Parce que tu es parti d'une création d'entreprise où, comme tu disais, vous faisiez tout avec Mike, etc. Comment est-ce qu'on devient dirigeant? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens dirigeant de ta propre entreprise? Non, je dirais que j'aspire à l'être. Je pense que la première phase, c'était vraiment une phase d'action. Et je pense que là, on faisait, quoi, fondamentalement. Et qu'ensuite, j'ai entamé une deuxième phase qui est plus une phase de gestion. Donc oui, j'ai vraiment l'impression d'être gestionnaire, mais je pense que j'aspire vraiment aujourd'hui à être dirigeant. Et je pense que c'est vraiment dans l'articulation entre la vision long terme et l'imbrication avec le quotidien que va se faire la différence entre gérer et diriger. Gérer, je pense que c'est fondamentalement le quotidien, de la résolution de problèmes. Mais en fait, c'est régler une multitude de problèmes pas nécessairement très complexes au quotidien. Et finalement, diriger, j'ai l'impression que c'est envisager la résolution de problèmes complexes, peut-être moins nombreux, mais dans une perspective très, très long terme. Donc c'est une question de terme et une question de faire infuser un peu ce que tu disais sur l'articulation entre la vision et ce que ça signifie concrètement au quotidien. Oui, je dirais que pour moi, diriger, c'est vraiment autour de l'idée de définir un cap. Et ensuite, dans la gestion, je pense que j'imagine plus le fait d'éviter les embûches à très court terme. Donc, c'est plus slalomer et donner des petits coups de barre pour survivre. Mais que l'idée et la noblesse de l'acte de diriger, il est vraiment dans la définition de ce cap et dans le fait de s'assurer qu'on chemine vers le bon objectif. Et c'est ça qui est, je pense, l'enjeu aujourd'hui, qui est d'arriver à sortir de les mini coups de barre pour s'en sortir, qui finalement fournissent pas nécessairement une satisfaction très, très grande. C'est plus des réflexes de survie ou des réflexes d'habitude. Et qu'effectivement, le fait d'aller dans le rôle de direction, c'est là aussi où on peut justement
se projeter dans le plaisir de diriger pour revenir sur la thématique du podcast, quoi. C'est vrai que le plaisir de gérer, en tout cas, moi, je le ressens pas forcément. Et donc, le plaisir de diriger, je le vois plus comme une aspiration et comme un objectif que comme quelque chose de vécu aujourd'hui au quotidien, quoi. Est-ce qu'il y a quand même des choses auxquelles tu prends plaisir particulièrement dans ton rôle aujourd'hui ? Oui. Après, vu de l'extérieur, c'est parfois des choses un peu dérisoires qui vont faire plaisir. Donc, ça va être des petits éléments de satisfaction qui peuvent sembler anodins. Des petites victoires. C'est des petites victoires qui vont avoir plus d'impact que des résultats concrets ou des... Ouais, je pense que c'est assez personnel comme sensibilité. Un truc qui m'a fait plaisir récemment, c'est... on a lancé un nouveau projet avec des boissons rafraîchissantes sans alcool. Et il y a eu un article il y a un mois où j'étais vraiment touché de voir ce qui était écrit et où ça m'a vraiment parlé, alors que vu de l'extérieur, c'était un peu anodin, mais en fait, ils avaient touché à des choses qui étaient importantes pour moi dans le projet, ils l'avaient retranscrit, et ça faisait des vraies satisfactions, quoi. Après, il y a 2 semaines, j'ai croisé dans une soirée des clients qui étaient clients de longue date, et on s'était pas rencontrés autre qu'au téléphone. On a bien discuté. Tout à la fin, ils me disent « Ah, et juste, on doit te dire quelque chose. Ton livreur, il est génial. Il est incroyable. » Et en fait, ça, c'est des choses qui me touchent parce que c'est de se dire on est vraiment dans un lien et on est vraiment en train de construire quelque chose de bien. Et de voir que nos clients, ils font attention à ça et de voir qu'il y a ces échanges qui peuvent se faire. C'est vrai que c'est des choses qui vont plus me toucher que le fait de se dire qu'on a fait un record de vente la semaine dernière ou qu'on a gagné je ne sais quel client, quoi. Donc c'est plus des questions de sensibilité en fait dans les satisfactions que des éléments très objectifs, quoi, je pense. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est le fait que soit reconnu ce qui fait votre différence en lien justement avec la vision que tu portes et la cohérence que tu recherches. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas entré dans les détails et c'est pas forcément l'objet, mais vous avez une démarche qui est extrêmement intégrée. Tu as parlé des différentes parties prenantes, mais vous poussez vraiment, et je pense que tu parlais de perfectionnisme et de souci de cohérence et d'exigence. Vous avez vraiment une démarche très cohérente et, j'allais dire, presque jusqu'au boutiste sur les différentes dimensions du projet. Et donc, ce que j'entends dans ce que tu dis aussi dans le plaisir, c'est en fait quand les gens perçoivent finalement c'est vrai. Ça. Puisque vous communiquez sur votre mission, votre raison d'être, mais ça n'est pas un argument commercial majeur chez vous. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours été réticent à affirmer ça comme argumentaire commercial parce que, par exemple, nos bières sont bio, mais il n'y a pas de mention que nos bières sont bio, il y a juste le logo sur la contre-étiquette. Donc, je voudrais pas que les gens achètent notre bière parce qu'elle est bio. Je voudrais qu'ils l'achètent parce qu'ils vont la trouver délicieuse. Et que s'ils ont envie de creuser, ils se rendent compte que derrière, il y a plein de choses. Et donc, c'est vrai que finalement, quelqu'un qui me dit « j'ai goûté ta bière, elle est hyper bonne », ça me fait plaisir de niveau 1. Si quelqu'un me dit « j'ai lu ton rapport de mission et franchement, j'ai appris plein de trucs et c'est vraiment intéressant ce que vous faites », là, c'est une satisfaction vraiment décuplée parce que c'est de se dire on touche à quelque chose de plus fondamental, quoi. De plus identitaire, presque. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être paradoxal parce que c'est être reconnu pour un truc qu'on met pas fondamentalement en avant. Donc c'est peut-être que si c'est ça qui me fait plaisir, il faut peut-être que je le mette davantage en avant, ce sera peut-être plus simple. Mais effectivement, je pense qu'il y a ça, quoi, de se dire que les gens voient la cohérence et la quête qu'il y a là-dedans et qui s'arrête pas au raccourci un petit peu facile qu'il peut y avoir sur notre activité comme sur toutes les autres, quoi. Alors, quelques questions un peu plus personnelles pour terminer. Qu'est-ce que tu aimes lire ? Et est-ce que tu as des recommandations de lecture à nous faire ? Alors, j'ai toujours beaucoup aimé lire. J'ai un peu perdu le temps pour faire de la lecture avec le développement de l'entreprise. J'ai bizarrement peut-être lu vraiment plein de livres de management alors même que je faisais pas vraiment de management. Donc j'ai un peu la totale de tous les livres Harvard Business Review et autres là-dessus. Même si souvent on a lu le premier chapitre et on a compris l'idée et ensuite on lit le reste mais on n'apprend plus grand-chose. Là, j'essaie de me remettre dans des romans depuis quelques mois parce que je trouve que le livre, c'est aujourd'hui vraiment la seule manière de couper et de se projeter dans autre chose.
même regarder un film, on finit par avoir un deuxième écran qui se balade et on fait autre chose. Là, récemment, j'ai lu pas mal de livres de Jean Echenoz, où j'avais déjà lu il y a quelques années son livre sur Émile Zatopek, le marathonien. Et donc, il a écrit un livre sur Ravel, le musicien, un livre sur Tesla, qui est un des inventeurs oubliés de l'électricité. Et il a aussi des livres un petit peu fantasques, un tout petit peu étranges, avec des histoires de faux agents secrets. Et ça fait sourire. C'est pas des éclats de rire, mais ça fait sourire. C'est toujours malicieux, c'est très bien écrit. Et donc là, depuis quelques mois, j'enchaîne à peu près tout ce qu'il écrit. Cette semaine, j'ai commencé L'homme sans qualité de Musil, mais c'est un énorme pavé. J'en ai lu une dizaine de pages, donc je sais pas encore si je vais réussir. J'ai l'impression d'avoir plus besoin de lecture, un peu de détente aussi, parce que finalement, les moments où je commence des livres maintenant, c'est un peu avant de me coucher, et donc finalement, si ça prend pas dès les premières pages, c'est difficile, alors que plus jeune ou avant de commencer la brasserie, je me plongeais dans des romans fleuves ou dans des choses assez austères parfois. Donc là, j'essaie de retrouver ce lien à la lecture. Est-ce qu'il y a un lieu où tu aimes particulièrement te rendre ? Pas spontanément. Je suis plus introverti et introspectif que lié à des sensations et à des lieux. Donc c'est vrai que spontanément, j'aurais pas de lieu qui me viendrait à l'esprit. Sauf les sensations gustatives. Sauf les sensations gustatives, effectivement, qui sont quand même au cœur, mais qui du coup peuvent se produire dans différents lieux. Et ouais. Et justement, donc ma question suivante, c'est peut-être particulièrement à propos te concernant. Qu'est-ce que tu prends plaisir à cuisiner et ou à déguster ? Alors, avec mon épouse, on a un restaurant depuis 2 ans et demi, donc on est tous les deux passionnés de gastronomie. Les premières années où on était ensemble, on passait vraiment beaucoup de temps à cuisiner, à faire des choses très compliquées et presque en essayant de reconstituer des éléments de restaurant. Et finalement, avec le temps, ce qu'on prend plaisir à cuisiner, c'est des choses de plus en plus simples, avec vraiment une attention sur le produit et sur les ingrédients qu'on prend, et des choses de plaisir. Et ensuite, les choses complexes, on va vraiment plutôt les chercher au restaurant. Donc, ça peut être une salade de tomates avec des hyper bons anchois, de l'huile d'olive de notre copain de profil grec et des herbes qu'on prend sur le balcon. Ça va nous combler autant que quelque chose d'un peu plus compliqué, quoi. Et à déguster, je ne sais pas, sur les boissons, est-ce qu'il y aurait quelque chose en particulier ou est-ce que c'est plutôt très éclectique tes goûts ? Au fil du temps, je me suis de plus en plus passionné pour le vin. C'est vrai que moi, j'ai été un peu beer geek il y a 15 ans. Donc, en 2004, j'avais décidé pendant 1 an de goûter 2 nouvelles bières par jour, de noter toutes mes impressions dans un carnet et ensuite sur un site spécialisé à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai moins de curiosité. Alors peut-être aussi parce que c'est la bière. Les premières années, je goûtais nos bières 5-10 fois par jour pendant des dégustations. Donc le soir, la boisson pour se détendre, c'était pas forcément notre bière ou une autre bière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le vin, j'ai toujours un enthousiasme à découvrir des nouvelles choses, parce que justement, on est vraiment dans une dimension de terroir, alors que dans la bière, fondamentalement, pour moi, on est dans une recette. Donc finalement, la énième recette qui va mélanger 3 houblons que je connais, elle a moins de chances de pouvoir m'émouvoir, alors que finalement, dans un vin, la rencontre entre un cépage, un terroir, un vigneron, je trouve qu'on va à chaque fois apprendre quelque chose, et je trouve que c'est aussi un apprentissage sans limite. Et donc c'est vraiment un univers dans lequel je passe de plus en plus de temps. Donc j'ai des copains qui se moquent de moi en disant que je suis un brasseur qui boit plus de vin que de bière, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment devenu le cas. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu as envie de répondre ? Oula. Non, je crois qu'on a pas mal pu creuser les thèmes qu'on n'aborde pas forcément souvent. Mais non, je trouve que c'est un échange intéressant sur justement ces aspects liés à notre métier qu'on creuse pas forcément au quotidien. Merci beaucoup Thomas. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode Le plaisir de diriger. Qu'en avez-vous pensé ? J'espère qu'il vous a plu, intéressé, fait cheminer. Si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous.
à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez me contacter, retrouvez-moi sur le site plaisirdediriger.fr. À la semaine prochaine.